Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo où finance, culture et musique vont se croiser pour vous révéler les secrets les mieux gardés de l'industrie musicale et notamment les morceaux les plus rentables de l'histoire. Alors ça veut dire quoi un morceau rentable? C'est tout simplement les morceaux qui ont généré le plus d'argent depuis qu'ils existent, depuis qu'ils sont sortis. On va plonger dans ce classement, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes nos prochaines vidéos où on vous dépeint les coulisses de l'industrie musicale. Alors vous êtes peut-être déjà demandé comment est-ce qu'une chanson peut générer des millions, comment est-ce qu'un catalogue peut valoir des milliards. On le traite souvent dans nos vidéos et dans nos articles de blog, c'est un marché qui est en plein boom. Il y a de plus en plus de transactions sur les droits musicaux, des artistes qui revendent leur catalogue, vous en avez peut-être déjà entendu parler, soit David Bowie, Pink Floyd, Justin Bieber, Justin Timberlake, la liste est longue, mais ce qu'il faut comprendre c'est d'où viennent les revenus et comment est-ce qu'en fait des morceaux iconiques, des hits, ont pu générer plus d'argent que certaines de vos marques préférées ou peut-être que certaines entreprises qui sont très connues ou très médiatisées. Alors nous, chez Bolero, on est justement en train d'ouvrir ce marché à toutes et tous. On vous met un lien en description et à travers Bolero, vous pouvez commencer à vous créer un portfolio de droits musicaux. Concrètement, vous investissez dans vos morceaux préférés ou les morceaux que vous considérez comme performants. Et tous les trimestres, vous allez percevoir des royalties qui sont issus des performances commerciales de chaque morceau. Alors tout ça, ça se passe sur une seule plateforme. Il y a déjà plus de 1500 morceaux qui ont été listés, il y a des centaines d'artistes qui sont représentés. Nul doute que vous allez pouvoir transformer vos playlists en portfolio. Et c'est une première. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo qu'on a réalisée justement qui traite des sources de revenus et qui vous explique dans le détail d'où vient l'argent et concrètement qu'est-ce que les ayants droit perçoivent grâce à leurs droits musicaux. Donc c'est parti, on part dans ce classement des morceaux les plus rentables de l'histoire de la musique. Si vous avez une petite idée, faites pause sur cette vidéo et allez mettre en commentaire les morceaux qui, selon vous, pourraient faire partie de ce classement. En 8ème position, Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee. Véritable phénomène culturel porté par la culture latine, c'est tout simplement la première chanson en espagnol qui a atteint le milliard de vues sur YouTube en quelques mois. Aujourd'hui, le clip sur YouTube est le deuxième clip le plus vu de l'histoire de la plateforme avec 8 milliards 500 millions de vues. Alors pourquoi deuxième? Parce qu'il est deuxième juste derrière Baby Shark Dance. Voilà. Et je vais pas ajouter de commentaires. Alors pour rappel, Luis Fonsi, il a d'ailleurs vendu l'ensemble de son catalogue de droits musicaux en 2022 pour 100 millions de dollars à Harborview Equity Partners. Concrètement, Despacito, on estime les revenus à 25 millions de dollars juste pour ce titre. D'ailleurs, au moment où vous aurez fini de regarder cette vidéo, Despacito aura déjà généré 21 000 dollars. Shape of You de Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Alors est-ce que vous saviez que ce morceau n'était pas initialement prévu pour Ed Sheeran? En fait, Ed Sheeran l'avait écrit pour Rihanna, et lorsqu'il a fini en fait la composition, il s'est rendu compte que c'était tout simplement un hit, et donc il a décidé de le garder pour lui. Finalement, Shape of You, c'est devenu l'un des titres les plus écoutés de l'histoire, parce que d'une part il a un rythme addictif, et que ses paroles sont plutôt universelles, donc il est écouté à travers le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 3 milliards de streams sur Spotify, ce qui en fait l'une des chansons les plus écoutées de tous les temps dans le top 20 de la plateforme. Alors on estime les revenus de Shape of You depuis sa sortie aux environs de 26 millions de dollars. Alors il faut prendre conscience d'un truc, c'est que déjà ces deux morceaux qui sont classés 8e et 7e de notre classement des morceaux les plus rentables de l'histoire, ils sont sortis en 2017. Au moment où on enregistre cette vidéo, ça fait simplement 7 ans. On va continuer à grimper dans ce classement et vous allez voir que d'autres morceaux ont eu besoin de beaucoup plus d'années pour arriver à ces niveaux-là. Numéro 6, Every Breath You Take de Sting. Souvent perçue comme une balade romantique, cette chanson c'est en fait une histoire de possession et de jalousie. Alors pour vous donner une idée de ce que représente Every Breath You Take, c'est tout simplement un quart de l'argent que l'ensemble du catalogue de The Police ait jamais généré. Sting lui-même d'ailleurs a rapporté qu'il percevait environ 2000 dollars par jour, ça fait 730 000 dollars par an, juste grâce à cette chanson. On estime les revenus à 35 millions de dollars depuis sa sortie en 1983. Stand By Me de Ben E. King. Parce que j'ai la flemme de citer les autres. Voilà. Just as long as you stand by me. En 5ème position, Stand By Me, dont le titre de la chanson vous rappelle forcément l'air et le refrain, il faut savoir que c'est une chanson qui a été introduite au Grammy Hall of Fame en 1999 et qui a tout simplement consolidé son statut de classique intemporel. La chanson elle a été coécrite par Benny King, Jerry Leiber et Mike Stoller en 1961 et elle s'inspire partiellement d'un gospel traditionnel intitulé Lord Stand By Me. Alors le fact qui est assez intéressant, c'est que Benny King a initialement conçu le morceau pour The Drifters, mais le groupe l'a rejeté. Et donc King a décidé d'enregistrer cette chanson lui
lui-même, c'était une bonne inspiration de sa part. Le morceau est revenu au sommet des classements en 1986, soit 25 ans après sa sortie, grâce au film Stand By Me, du même nom, de Rob Reiner, qui a donné une nouvelle vie au titre pour une nouvelle génération. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a des synchronisations, ça permet à une nouvelle génération d'auditeurs de découvrir des titres. Il y a également 2 reprises qui ont marqué l'histoire de ce morceau. Tout d'abord la reprise de John Lennon en 1975, qui en a fait une version plus brute et rock. Et puis il y a eu la version de Seal en 1994, qui lui en a fait une interprétation soulful et qui a beaucoup captivé toute une génération d'auditeurs, en ajoutant notamment une nouvelle dimension émotionnelle. Avec plus de 400 reprises officielles répertoriées, Stand By Me, c'est tout simplement plus de 50 millions de dollars de revenus estimés depuis sa sortie. En 4e position, White Christmas de Bing Crosby. Dreaming of a white Christmas. Sortie en 1942, c'est tout simplement la chanson la plus vendue de tous les temps, avec 50 millions de copies physiques vendues depuis sa sortie. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais ça a fait une sacrée quantité de CD et de vinyle. Son succès est tel que cette chanson a donné naissance à un genre entier de musique de Noël. C'est le début justement de ces musiques saisonnières qu'on n'écoute qu'une seule fois dans l'année. Bing Crosby d'ailleurs à l'époque l'avait enregistré 2 fois pour répondre à la demande qui était croissante, et puis vu qu'il n'y avait pas de streaming à cette époque-là, il fallait tout simplement presser plus de vinyle et sortir plus de CD. Ajoutez à cela des diffusions radio massives chaque hiver et des placements dans des films cultes comme Holiday Inn. On estime les revenus à 50 millions de dollars. En 3e position, on arrive sur le podium, Yesterday de John Lennon et Paul McCartney, le binôme des Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far. Alors ce qui est amusant sur cette chanson, c'est que Paul McCartney à l'origine, il avait rêvé la mélodie, il l'avait appelée d'ailleurs Scrambled Eggs, avant de trouver les paroles définitives. Autant dire que Yesterday c'est quand même mieux. Bien que Paul McCartney ait écrit et chanté 100% de cette chanson seul, encore une fois un coulisse intéressant des droits musicaux, il y avait un accord de longue date avec John Lennon où ils devaient se partager les droits d'auteur liés à la composition, donc le songwriting, à 50-50. Un autre fact qui est plutôt amusant, ça veut dire que Yoko Ono, qui est la veuve de John Lennon, gagne encore des millions de dollars aujourd'hui grâce à une chanson qui a été reprise plus de 2200 fois et qui est tout simplement la 2e chanson la plus jouée dans l'histoire de la radio. Depuis sa sortie en 1965, on estime les revenus à plus de 60 millions de dollars. En 2e position, j'ai nommé la reine de Noël, Mariah Carey, avec All I Want for Christmas Is You. Alors, pas besoin de vous présenter cette chanson, c'est sûr que vous l'avez déjà entendue et qu'elle passe souvent chez vous, toujours à la même période, aux alentours du 25 décembre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, 2 mois dans l'année, cette chanson, elle fait exploser les compteurs. Avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus et des milliards de streams, c'est une chanson qui rapporte environ 2,5 millions de dollars par an. Et ça, c'est encore un fact amusant, Mariah Carey l'aurait écrit en seulement 15 minutes. On estime les revenus à 60 millions de dollars pour cette chanson sortie en 1994. Si jamais le thème de Noël vous intéresse, on a justement fait une vidéo à travers laquelle on se penche sur les morceaux qui reviennent chaque année à cette même période et on s'attarde longuement sur le cas de All I Want for Christmas Is You, qui est très clairement là pour rester pour des décennies et des décennies. Et en top, en numéro 1 des morceaux les plus rentables de l'histoire, et d'ailleurs pour info, vous l'avez déjà toutes et tous chanté, c'est tout simplement Happy Birthday to You de Mildred et Patty Hill. Alors ça va peut-être vous surprendre, mais la plupart des gens ignorent que cette chanson qu'on chante à chaque anniversaire est en fait protégée par des droits d'auteur. La chanson a été écrite par 2 sœurs qui étaient institutrices à la maternelle. La propriété, donc les droits musicaux de la chanson ont changé de main à plusieurs reprises d'ailleurs au cours du siècle dernier. La dernière transaction en date, c'est Warner Chappell, donc le bras armé de publishing de Warner Music, qui a déboursé 15 millions de dollars pour acquérir les droits. Alors pourquoi est-ce que finalement cette chansonnette, on pourrait dire, est au top 1 des musiques les plus rentables de l'histoire? Par exemple, pour l'utiliser dans un film ou une émission, donc c'est-à-dire avoir un contrat de synchronisation, eh bien il faut débourser 25 000 dollars par utilisation. Et donc ça explique pourquoi est-ce qu'on voit souvent des personnages chanter cette chanson à l'écran plutôt qu'une version interprétée. Alors Happy Birthday to You, elle est tombée dans le domaine public en 2016 en France. Pour rappel, les droits d'auteur sur la composition durent jusqu'à 70 ans après le décès du dernier auteur-compositeur enregistré sur l'œuvre. Mais a priori, les droits d'auteur de Happy Birthday expirent quant à eux en 2030 aux États-Unis. Et son impact financier restera colossal pour encore quelques années, jusqu'à ce que les droits d'auteur enregistrés aux États-Unis tombent eux aussi dans le domaine public.
On estime les revenus de Happy Birthday to You à 70 millions de dollars pour une seule piste. Alors je peux pas m'empêcher de vous partager cette anecdote, mais Happy Birthday to You, c'est que 4 lignes en fait de composition, et on estime la durée de sa composition à 14 secondes. Donc si on fait le calcul rapidement, 70 millions de dollars divisé par 14 secondes, ça fait tout simplement 5 millions de dollars à la seconde. Je pense qu'on peut vraiment pas faire plus rentable. Voilà pour le top 8, je sais pas si ça correspondait aux idées que vous étiez fait des morceaux les plus rentables de l'histoire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement les morceaux qui font croître leur rentabilité, c'est ceux qui vont trouver de la distribution cross-channel, donc qui vont être disponibles sur différents formats, qui vont être aussi bien vendus en physique qu'en digital, et qui vont pas dépendre que d'un seul format, mais c'est surtout parfois des belles histoires plutôt amusantes, comme on l'a vu, c'est parfois des coups de génie créatifs. Imaginez une chanson qui était destinée à un autre artiste-interprète et finalement la garder pour soi, ou bien des coups de chance, tout simplement, et ça peut arriver. On compose une chanson en telle année, et puis 20 ans plus tard, un film, un blockbuster décide de l'utiliser, et donc ça en fait un classique ou un morceau encore plus rentable qu'il ne l'était déjà. Le message que moi je veux vous faire passer, c'est que la musique finalement c'est pas qu'une passion, c'est aussi une source de valeur culturelle et économique sans égal. Les quelques exemples qu'on a vus dans ce classement aujourd'hui montrent que un morceau peut devenir un actif durable dans le temps. Et finalement, quand on somme ces actifs, ça donne naissance à des catalogues. Et ces catalogues de droits musicaux aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se battent pour eux. Le marché est en plein essor, et nous chez Bolero, justement, on s'est dit que ça serait intéressant de l'ouvrir à toutes et tous. Donc encore une fois, on vous a mis un lien en description. Si demain vous avez envie de commencer à vous créer votre propre portfolio de droits musicaux et commencer à percevoir des royalties tous les trimestres, eh bien vous pouvez le faire en quelques clics. N'hésitez pas à nous partager en commentaire quelles sont les anecdotes qui vous ont le plus marqué, et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains formats où on va continuer de vous faire découvrir les coulisses de la musique.